Bonjour à toutes et à tous. Dans ma chronique précédente, introductive à l'impasse sanitaire de la croissance, j'ai évoqué un certain nombre de questions qui mériteraient d'être posées aux représentants du corps médical et du corps pharmaceutique, mais que personne ne pose jamais. Eh bien, nous allons donc les énumérer et les poser aujourd'hui dans cette chronique que j'ai intitulée « L'impossible débat avec la médecine croissanciste ». Et la première de ces questions est toute simple, c'est celle-ci. N'est-il pas plus important de faire en sorte de ne pas tomber malade que de faire en sorte d'avoir des médicaments pour se soigner quand on est malade? Eh bien, cette question n'est jamais posée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle pourrait passer pour suspecte aux yeux de la profession autorisée, suspecte de cacher en réalité une volonté de laisser mourir les gens sans les soigner. La communauté sanitaire organisée utilisant volontiers la technique du procès d'intention à l'encontre des simples agnostiques de son sacerdoce incontestable. Une autre question serait celle-ci. Les conditions de vie de la civilisation moderne et les évolutions de la pharmacomédecine nous permettent-elles de moins tomber malade ou bien au contraire les facteurs de mauvaise santé augmentent-ils de par les conditions de vie de la civilisation moderne? Et la pharmacomédecine ne fait-elle finalement que faire en sorte de mieux les gérer afin que nous puissions maintenir inchangés nos conditions et nos modes de vie modernes de consommateurs dociles? Cette question également pourra paraître suspecte et sera naturellement soigneusement éludée dans le cas bien improbable où des représentants de la santé officielle accepteraient un débat de fond sur ce thème. Mais pour pousser encore un peu le raisonnement, il y a une autre question à poser, naturellement, aux officiels de la santé publique. Question que d'aucuns considéreront comme relevant du complotisme, mais qui, dans l'état actuel de la législation pénale, reste encore loisible à poser. Je ne saurais donc résister à l'envie de le faire, tant que c'est encore possible. Alors, cette question, c'est celle-ci. Certains pensent que le système civilisationnel actuel crée des pathologies spécifiques. Pathologies qui sont notamment dues à la toxicité des aliments produits par l'agriculture chimique, dues à la pollution, dues au stress de la vie moderne et au déséquilibre alimentaire. D'autres vont même jusqu'à imaginer que l'industrie pharmaceutique, et avec elle la profession médicale, est en réalité complice de la diffusion de ces pathologies afin de pouvoir réaliser des profits induits en proposant des médicaments pour les traiter. Ce serait en quelque sorte un système gagnant-gagnant du capitalisme industriel, en général, qui ferait du profit en fabriquant à la fois le poison et le contre-poison. Que pensez-vous de cette vision des choses? Et cette question pourrait même alors être complétée par une autre question, qui est celle-ci. La médecine ne consiste pas qu'à tenter de guérir les maladies. La médecine a également pour vocation de faire en sorte qu'elles ne surviennent pas, ces maladies. C'est ce qu'on nomme la prévention. Mais nous constatons aujourd'hui que les politiques de prévention se résument principalement à des actions de détection précoce des maladies, au lieu de réellement mettre en œuvre des dispositifs pour que les maladies n'apparaissent pas. Il semble donc qu'il y ait confusion, plus ou moins intentionnelle, entre la notion de prévention et de celle de dépistage. Qu'en pensez-vous? Question que nous avons déjà évoquée dans la chronique précédente. En allant encore plus loin, nous pourrions imaginer cette autre question encore. Que pensez-vous de la formule « Être bien soigné, c'est recevoir des conseils pour ne pas tomber même ». Être bien soigné, c'est recevoir des conseils pour ne pas tomber malade. Et pensez-vous
que cette formule puisse faire l'objet d'une autre médecine, par exemple d'une médecine non officielle. Alors, aux représentants de la profession autorisée, restant probablement interloqués devant de telles questions, eh bien, nous relirions paisiblement le texte intégral du serment du Conseil de l'Ordre des médecins, communément dénommé serment d'Hippocrate, afin de leur donner le temps de se ressaisir et de rassembler leurs arguments. Voici le texte du serment d'Hippocrate. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger s'ils sont affaiblis, vulnérables ou menacés dans leur intégrité ou dans leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et je n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou par la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément, je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences, je les entretiendrai, ces compétences, et je les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et que mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et que je sois méprisé si j'y manque. Alors, après la lecture de ce texte sublime, et tandis que la docte assemblée continuerait de rassembler ses idées, nous ajouterions alors une ou deux questions annexes et anodines, telles que, par exemple, pensez-vous que le métier de médecin est un métier comme les autres? Ou celle-ci, les principaux points du serment d'Hippocrate vous paraissent-ils toujours bien respectés, et notamment préserver et promouvoir la santé, ne pas prolonger abusivement les agonies, ne pas être influencé par la soif du gain. Et puis, nous aborderions ensuite l'épineux problème de la relation entre la profession médicale autorisée et l'industrie pharmaceutique capitalistique, en posant ces quelques simples questions de bon sens. Premièrement, sachant que, hormis les actes de chirurgie, les soins de la médecine officielle sont essentiellement constitués par des administrations de médicaments élaborés par l'industrie pharmaceutique, peut-on dire que la médecine officielle est dépendante, voire qu'elle est assujettie à l'industrie pharmaceutique, ou que c'est l'inverse? Et alors, dans quelle proportion? Autre question subsidiaire, venant en écho au serment des médecins de ne pas se laisser influencer par la soif du gain. Peut-on dire que l'industrie pharmaceutique ne fonctionne pas comme une activité commerciale ordinaire et qu'elle est exempte de tout objectif lucratif? C'est une question d'ordre éthique, à laquelle d'ailleurs le LEM, nous en avons déjà parlé, le syndicat des entreprises du médicament, le LEM en bon politique répond sans y répondre en énonçant 8
principes déontologiques qui sont les suivants. Premier principe. La mission fondamentale des entreprises du médicament est d'œuvrer à la préservation et à l'amélioration de la santé des personnes et à la prévention des pathologies dans le cadre d'une mission d'intérêt général de promotion de la santé individuelle et des populations. Deuxième principe. La santé et le bien-être de la personne sont au cœur des préoccupations des entreprises du médicament. Le patient est considéré comme une personne, usager responsable et non comme un simple consommateur. Troisième principe. Les activités des entreprises du médicament participent à la recherche de solutions de santé innovantes ou efficientes. Quatrième principe. Les entreprises du médicament développent des relations de confiance et un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Cinquième principe. Les entreprises du médicament mettent en œuvre les mesures adaptées à la prévention des risques et les conséquences éventuellement dommageables de leurs activités sur l'homme, l'animal et l'environnement. Sixième principe. Les entreprises du médicament sont garantes de la justesse de la communication relative à leurs produits et à leurs activités. Principe 7. Les entreprises du médicament entretiennent des relations confraternelles. Et huitième principe, les entreprises du médicament mettent en place les conditions permettant à tous leurs collaborateurs d'adhérer à l'ensemble de ces principes déontologiques. Alors, à la lecture de ces principes déontologiques, chacun pourra juger en toute connaissance de cause de leurs valeurs concrètes, notamment dans le domaine relatif au moteur du produit financier, du profit financier, moteur du profit financier qui nous intéresse et qui, comme nous aurions pu nous en douter, est soigneusement éludé dans cet énoncé des 8 principes. Nous remarquerons également l'utilisation préliminaire du fameux argument massu de l'intérêt général, coupant court à tout débat. Alors tous ces questionnements, malheureusement, sont très rarement abordés dans la communication dite mainstream probablement, au prétexte qu'ils touchent à un tabou culturel que peu de commentateurs osent remettre en question, au prétexte notamment qu'on ne discute pas d'une évidence. Cette évidence étant en l'occurrence le fait que nous sommes mieux soignés aujourd'hui qu'il y a 100 ans, que l'espérance de vie s'est allongée, etc., etc. Cette affirmation, elle est par ailleurs réputée ne pas souffrir de contestation dans le cadre du débat public, même si certaines sectes adeptes des vertus salvatrices de la frugalité et de la sobriété volontaire professent dans le désert médiatique que l'hyperconsommation de la civilisation industrielle engendre des maladies de plus en plus sophistiquées dont l'homme des cavernes était épargné. Le fait que le pouvoir en place n'est même pas jugé nécessaire d'inclure le thème de la santé lors du grand débat national du printemps 2019, vous vous en souvenez, eh bien ça montre à quel point le consensus sur la politique menée dans ce domaine est supposé ne pas devoir être mis en doute. Donc, la doctrine officielle. La doctrine officielle, c'est bien que la santé de l'homo industrialis s'améliore sans cesse. La preuve étant que son espérance de vie est passée de 48 ans en 1900 à 84 ans en 2012, et cela en dépit des propos d'esprit tatillons et méprisables, qui argueront que ces résultats arithmétiques indubitables sont dus plus à l'acharnement thérapeutique de médicastres obsessionnels sur des individus en pleine décrépitude qu'à la comptabilisation de jeunes vieillards maintenus en forme olympique. Nous avons dit précédemment que la sécurité constituait la principale monnaie d'échange entre le peuple et l'État. Le premier
peuple, consentant une quantité de soumission proportionnelle à la quantité de garantie de sécurité, promise par le second, par l'État. Eh bien, cette sécurité est réclamée par le peuple en contrepartie de l'abandon de l'essentiel de sa liberté individuelle et de sa responsabilité. Cette sécurité s'entend dans tous les secteurs de la vie en société, c'est-à-dire non pas seulement dans le domaine de la protection physique et patrimoniale, mais également pour tout ce qui concerne la protection de chaque individu contre les aléas de la nature, la maladie, contre les errements de l'activité économique, le chômage, contre les tracas de la condition humaine, l'aide sociale, et même contre l'inéluctabilité de l'affaiblissement physique, la retraite. Ces 4 piliers maîtres de l'édifice protecteur que sont la santé, la retraite, le chômage et l'aide sociale, classés ainsi dans leur ordre d'importance, paraissent ancrés depuis l'origine des hommes, alors que, en réalité, le plus ancien date de moins de 60 ans. La santé. La protection santé en France, en effet, fut érigée en 1945, après que le Conseil national de la résistance ait inscrit à son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils seraient incapables de se les procurer par le travail, avec une gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Co-gestion. Mais revenons au centre de notre propos qui est d'évaluer les résultats constatables aujourd'hui, mais aussi les conséquences prévisibles à plus ou moins long terme. Conséquence de la politique de santé de la société industrielle capitaliste croissanciste mise en place depuis son avènement, c'est-à-dire depuis environ l'année 1850. Nous disons bien la politique de santé et pas les politiques de santé, puisque chacun peut constater l'alignement de toutes les nations sur un modèle unique dominant, hormis quelques variantes locales de détail observées ici ou là. Le traitement mondial de la crise actuelle du Covid-19 nous en donne d'ailleurs un exemple frappant, de par l'adhésion universelle à l'idée du traitement médicamenteux comme étant la seule solution en espèces. C'est un produit chimique de synthèse dénommé vaccin. Et cela démontre bien l'unicité de la stratégie de santé de l'ensemble des peuplades d'Homo industrialis. Mais pour pouvoir évaluer cette politique de santé de la société industrielle croissanciste, et cela est bien au centre de notre propos, nous devons disposer d'outils de mesure fiables et surtout signifiants. Alors, quels sont ces outils de mesure? Quels sont ceux que nous propose d'abord la société industrielle? Sont-ils fiables? Sont-ils signifiants? Y en existe-t-il d'autres qui ne seraient pas proposés par la société croissanciste, voire rejetés, décriés ou pourquoi pas calomniés? Voici toute une série de questions très intéressantes que nous allons nous efforcer de débroussailler. Mais auparavant, nous devons traiter un point préalable. Ce point, c'est, avons-nous le droit de nous poser de telles questions? Le droit au sens juridique et au sens pénal du terme. Cette interrogation n'est pas anodine, ni même provocatrice, dans la mesure où une tendance existe actuellement dans de nombreux pays développés, c'est-à-dire pays en pointe de la croissance, une tendance à légiférer sur l'information en général et scientifique en particulier, c'est-à-dire à interdire la diffusion d'une information ou d'un raisonnement qui n'aurait pas été validé en amont par un organisme certificateur, et ceci dans le but avoué de permettre au grand public de se forger ses opinions profondes et personnelles à partir de sources contrôlées. Cette tendance se concrétise
déjà par des actions précises, des réalités, comme par exemple la loi contre la manipulation de l'information, dite loi fake news ou loi Infox, adoptée en France le 22 décembre 2018, suivie par d'autres lois similaires dans d'autres pays. Pays développés comme l'Allemagne, comme Singapour, et qui permet notamment de signaler ou même de supprimer toute une catégorie de publications sur les réseaux sociaux. Nous pourrions citer également l'outil Décodex, outil élaboré par la presse subventionnée par l'État, et qui délivre des certificats de fiabilité plus ou moins élevés aux publications écrites ou publications audiovisuelles circulant dans les différents médias de communication. Certification Décodex. C'est ainsi qu'en nous posant simplement la question de savoir si les outils de mesure de la bonne santé physique des humains qui habitent la planète, si ces outils de mesure de la bonne santé sont pertinents, nous devons prendre en garde de ne pas nous mettre dans le champ d'application de cette loi du 22 décembre 2018, car ces outils de mesure, notamment celui de l'indice d'espérance de vie dont nous allons parler abondamment, ne semblent pas, voire ne doivent pas être contestés, ne peuvent pas être contestés en toute liberté de pensée et d'opinion, sans que cette contestation ne puisse risquer d'être assimilée juridiquement à une manipulation de l'information. Dont acte. Alors cet indice de l'espérance de vie. Cet indice qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est passé en France de 48 ans en 1900 à 84 ans en 2012 et qui est généralement estimé, en l'absence toutefois de données fiables, à 35 ans en 1750. Cet indice, c'est le principal, et si nous y regardons de plus près, c'est le seul indicateur validant la politique sanitaire, en tout cas le seul indicateur mis en avant par les pouvoirs publics pour évaluer l'état de santé global des citoyens. Or, l'utilisation de cet indice appelle plusieurs remarques. La première sera d'ordre statistique, dans le sens où la représentation graphique de l'évolution de l'indice d'espérance de vie en fonction de temps, depuis l'âge néolithique, fait apparaître une très grande similitude avec les courbes que nous avons déjà étudiées, représentant ces trois courbes. Vous en souvenez, l'évolution de la prédation des ressources naturelles finies, première courbe, l'évolution du PIB, deuxième courbe, et l'évolution de la population, troisième courbe. C'est-à-dire avec une quasi-linéarité en abscisse jusqu'en 1850 et un cadrage asymptotique sur l'axe des ordonnées à partir de cette date conventionnellement choisie comme marquant le début de la société industrielle croissanciste. Alors, cette première observation tendrait à accréditer l'idée que la croissance s'accompagne d'une augmentation de l'espérance de vie, et donc par induction de raisonnement, qu'elle contribue dans le même temps à améliorer la santé de l'espèce humaine. Cette conclusion hâtive doit, dans un premier temps, être modérée et même, comme nous le verrons dans un deuxième temps, en partie contredite. Un premier ajustement à faire est relatif aux facteurs qui déterminent l'augmentation de l'espérance de vie, facteurs qui sont bien connus, dont notamment une bonne hygiène corporelle et domestique, une alimentation quantitativement et qualitativement équilibrée, des conditions satisfaisantes de logement et de travail, notamment au niveau de la pénibilité, sans oublier une minimalisation du stress dans la vie courante de l'individu. Bien sûr, s'ajoute à cette liste les progrès de la médecine curative, qui est le principal moteur de l'augmentation de l'espérance de vie, puisque tous les chiffres s'accordent à dire qu'ils ont en principe, à eux seuls, pratiquement
contribué à multiplier par 2 cet indice depuis 1910, date après laquelle les premiers facteurs, on l'a évoqué, n'ont contribué que pour une part minoritaire à l'accroissement de la durée de vie de l'Homo industrialis. Alors, si nous résumons la version historique officielle et non contestable, sans risquer l'accusation de négationnisme, et en prenant les chiffres références de la France, ça donne ceci. Aux alentours des années 1750, l'espérance de vie était de 35 ans pour une population de 24 millions d'homo pré-industrialis. Aux alentours des années 1900, l'espérance de vie était de 48 ans pour une population de 40 millions d'homo en cours d'industrialisation. Le gain de 13 ans de l'indice pouvant être attribué essentiellement à l'amélioration des facteurs sociétaux, c'est-à-dire l'hygiène, l'alimentation, le travail, le logement, le stress. En 2017, l'espérance de vie est de 83 ans pour une population de 66,5 millions d'homo devenus industrialis. Le gain de 35 ans par rapport à 1900 devant être majoritairement attribué à, cette fois, l'action de la médecine. Pour mémoire, il convient d'indiquer que depuis 2017, les chiffres montrent un tassement, voire un léger recul de l'espérance de vie. Mais bref, il ressort de ces considérations un point majeur. C'est qu'il est important de bien distinguer ce qui relève de la médecine et ce qui relève des facteurs sociétaux, en tant qu'éléments constitutifs de l'augmentation de l'espérance de vie. Cette distinction causale nous conduit à une autre distinction, celle-ci de nature essentielle, à savoir distinguer ce qui relève consubstantiellement de la croissance industrielle et ce qui pourrait ne pas en relever. Autrement dit, pourrions-nous imaginer qu'une société puisse améliorer l'hygiène, puisse améliorer l'alimentation, améliorer les conditions de travail, le logement, diminuer le stress, sans passer par une forte croissance industrielle? La réponse est naturellement oui. D'un autre côté, pourrions-nous imaginer qu'une société puisse développer une médecine à haute technologie médicamenteuse sans passer par une forte croissance industrielle? La réponse est naturellement non. Ces deux affirmations pourraient faire débat, et même constituer un débat fondamental dans une société de l'après-croissance, que cette après-croissance soit d'ailleurs volontaire ou contrainte. Mais nous nous en tiendrons aujourd'hui, et pour rester centrés sur l'objet de notre étude, à la constatation factuelle que la communication officielle de la société industrielle croissanciste assimile le facteur santé au seul facteur médecine. Facteur santé égale facteur médecine. Et plus précisément, médecine médicamenteuse. Et qu'elle est en cela relayée par l'immense majorité des masses populaires. Donc, la formule « être en bonne santé, c'est se soigner en absorbant des médicaments », cette formule ne semble pas devoir être contredite par aucun zélateur de la société de la croissance. Mais nous avons tout à l'heure établi un parallèle entre les deux indicateurs que sont l'espérance de vie et le PIB, en faisant simplement remarquer que leur représentation graphique sur un repère orthogonal présente une inflexion croissante homothétique. Eh bien, ce parallèle visuel peut naturellement être élargi au contenu signifiant de cet indice, qui, tout comme le PIB, cet indice ne mesure qu'un élément de la question.
problème. Car de la même façon que nous avons montré dans une chronique précédente sur l'impasse comptable, sous-titrée Le mirage du PIB, que le PIB ne rendait pas compte, contrairement à ce qu'affirme l'INSEE dans son livret « À quoi sert le PIB ?» Eh bien que le PIB ne rendait pas compte de la bonne santé de l'économie. Nous avons déjà commencé à suggérer que cet indicateur de l'espérance de vie pouvait possiblement ne pas rendre compte correctement, à l'instar du PIB, ne pas rendre compte correctement de la bonne santé de l'homo industrialis. Le fait avéré est déjà explicité précédemment. Le fait que la politique de santé de la société croissanciste néglige les thérapies préventives au sens d'éviter de tomber malade et non pas de détecter précocement les premiers signes de la maladie, rappelons-le, rappelons ce distinguo encore une fois. Eh bien, ça constitue déjà un premier élément de preuve, puisqu'il associe indubitablement la bonne santé de l'individu à sa prise de médicaments. Bonne santé égale prise de médicaments, médicaments élaborés par la chimie de synthèse des laboratoires industriels capitalistes ou des laboratoires commerciaux. Commençons toutefois à prendre conscience de cet inconvénient statistique, car c'en est un. Les gestionnaires de santé ont tenté récemment d'élaborer un leurre qu'ils ont dénommé « Espérance de vie en bonne santé ». Cet indicateur, dont l'acronyme est EVBS en anglais, Healthy Life Years, ou HLY. Eh bien, cet indicateur était annoncé comme devant mesurer le nombre moyen d'années de bonne santé que l'on peut espérer vivre au sein de l'indicateur strict de l'espérance de vie, c'est-à-dire de l'EV, dans des conditions médicales, sociales et sanitaires du moment. L'objectif était officiellement d'introduire un élément qualitatif dans une donnée d'évaluation, effectivement purement quantitative, mais il visait en fait à masquer la réalité du résultat de l'équation mesurée, de la même façon que le PIB masque la réalité du déficit comptable de la société industrielle. Alors, cet exercice se révéla toutefois plus difficile que pour le PIB, car les gestionnaires de santé, ne parvenant pas à écrire une définition intelligible de leur EVBS, parce qu'en effet, qui peut comprendre ce charabia? Le nombre d'années moyens de bonne santé que l'on peut espérer vivre au sein de l'indicateur strict de l'espérance de vie dans les conditions médicales, sociales et sanitaires du moment, personne, naturellement, pas même sans doute les rédacteurs de cet amalgame de mots. C'est pourquoi les gestionnaires de santé, c'est sans doute pourquoi les gestionnaires de santé ont simplifié le problème en sortant de leur chapeau un nouvel indicateur dénommé cette fois espérance de vie sans incapacité. EVSI, espérance de vie sans incapacité. Indicateur qui est d'ailleurs recommandé par l'Union européenne, bien qu'étant sensiblement plus clair, la valeur de ces indicateurs reste néanmoins dépendant de la fiabilité statistique des données médicales d'incapacité, handicap physique ou mental, réversible ou non, selon les cas. Par ailleurs, cette ESV, cet indicateur est à géométrie variable, puisqu'on parle tantôt de VSI à la naissance, et tantôt de VSI à 65 ans, ou même de VSI à 80 ans, le fameux quatrième âge. Cet indicateur fait partie de ce que nous dénommerons les indicateurs de deuxième génération, regroupés dans la famille des espérances de santé, les indicateurs d'espérance de santé, et plus précisément des espérances de vie sans incapacité, incapacité permanente ou temporaire, c'est-à-dire sans être limitée dans ses activités quotidiennes.
Toutes ces approximations témoignent à l'évidence du profond désarroi des gestionnaires de santé de la société croissanciste devant la difficulté qu'ils rencontrent pour masquer aux yeux du grand public une réalité aveuglante qui est celle-ci. L'homo industrialis est un grand malade qui ne doit sa survie qu'à la prise de médicaments de plus en plus sophistiqués. Une autre image, assez fidèle, serait de le représenter comme un boiteux ne pouvant se déplacer qu'à l'aide de sa béquille chimique. Alors, quelle sera la santé de l'homo industrialis dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de dresser, de pronostiquer dans la prochaine chronique qui aura pour titre « Quelle santé pour demain ?» Je vous remercie.